Bienvenue à la séance du Conseil municipal du lundi 15 mai 2023. C'est avec grande fierté que j'ai appris que Saint-Hyacinthe figure au 36e rang des villes les plus heureuses au Canada. Elle se classe également 13e au Québec à la lumière de l'étude de la Société immobilière nationale. Je suis heureux de voir que notre belle ville continue de se démarquer comme étant un endroit où il fait bon vivre. Saint-Hyacinthe est avant tout une ville riche de sa communauté. Elle lui offre un milieu stimulant où il est possible de croître et de s'épanouir pleinement. Du 3 au 5 mai dernier, plusieurs membres du Conseil, la directrice générale et moi-même étions présents aux Assises 2023 de l'Union des municipalités du Québec. Ce rendez-vous annuel fort pour le milieu municipal a réuni plus de 1500 délégués élus, gestionnaires et gestionnaires municipaux et partenaires de plus de 600 municipalités de toutes les régions du Québec. Nous avons donc profité pour apprendre de nouvelles notions, pour parfaire nos connaissances et pour échanger avec nos homologues d'autres villes. Nous avons notamment suivi des conférences sur la transition écologique, la mobilité durable, la fiscalité en lien avec la hausse des coûts de construction et les défis en lien avec la main-d'œuvre. Autant d'enjeux prioritaires qui nous interpellent directement dans notre mandat. Nous en ressortons donc la tête pleine d'idées pour continuer d'innover et de servir efficacement la population mascoutaine aujourd'hui et de demain. Je passe maintenant à un point d'information concernant le dépôt à la séance publique de ce soir du projet d'amendement au règlement numéro 1. Le 17 avril dernier, je vous annonçais qu'un exercice de révision de nos règles de régie interne était en cours. C'est maintenant chose faite. Les amendements proposés concernent d'abord l'instauration d'une deuxième période de questions à la fin de chaque séance publique. Les personnes présentes à la séance auront donc l'occasion de poser une question en rapport avec ce qui a été présenté plus tôt. Ainsi, aussi, il sera dorénavant possible de poser jusqu'à 3 questions pour une durée maximale de 3 minutes. Finalement, il sera de nouveau possible d'envoyer une question écrite à soumettre au Conseil. Elle peut être envoyée par le formulaire Web sur le site Internet de la Ville ou encore déposée en main propre à la responsable de l'accueil de la Direction des communications et de la participation citoyenne. Dans les deux cas, la question doit être reçue au plus tard le vendredi précédant la séance à midi. Les amendements précisent également certaines règles de confection du calendrier des séances. Le Conseil et moi espérons que ces amendements favoriseront la participation citoyenne et qu'elles donneront aux citoyennes et aux citoyens des moyens supplémentaires de s'adresser aux élus. Ces changements seront en vigueur dès la prochaine séance publique du Conseil. Maintenant, j'aimerais faire un bref retour sur le dossier de l'aéroport qui a soulevé beaucoup d'intérêt dans les dernières années. Le Conseil a récemment pris connaissance du bilan financier 2022 et du plan d'action 2023 de l'organisme à but non lucratif responsable de la gestion de l'aéroport. Nous sommes très satisfaits des bonnes nouvelles qui nous ont été partagées et tout aussi conscients qu'il reste encore plusieurs défis à relever. Visiblement, l'OBNL responsable d'assurer la mise à niveau de l'aéroport est tournée vers l'avenir et en mode solution. Nous souhaitons réitérer que cet aéroport est un actif non négligeable et un levier important pour le développement de notre région. Et nous sommes heureux de soutenir ce projet structurant pour notre milieu. Dans les derniers jours, des photos montrant le mauvais état de plusieurs sections de la promenade Gérard-Côté ont circulé sur les médias sociaux. Cette situation est désolante et bien loin de l'expérience que nous voulons offrir aux promeneurs. Notre défi en ce moment est de procéder à des réparations temporaires afin de rendre les lieux sécuritaires en attendant que la promenade soit revitalisée. Et les travaux de revitalisation de la promenade vont commencer avec la nouvelle place des spectacles, mais il faudra patienter quelques années avant d'avoir fait le circuit complet. Les coûts de plus en plus élevés de matériaux et de main-d'œuvre et le contexte économique actuel nous incitent à procéder avec prudence. Cependant, il faut que dans l'intervalle, la promenade soit fonctionnelle et sécuritaire. C'est pour cette raison que le service des travaux publics a conçu un plan d'intervention qui nous a été soumis au Conseil ce printemps pour réparer la promenade en commençant par les sections les plus urgentes.
Les réparations sont faites dans un but utilitaire, soit de permettre les déplacements. Comme la promenade sera réaménagée dans quelques années, nous options pour une formule à coût modeste dans une perspective de saine gestion. Alors, je tiens à vous rassurer, des travaux sont prévus ce printemps pour corriger le tir sur la promenade. Parlant de Gérard Côté, hier avait lieu le défi Gérard Côté, auquel a participé une très belle et grande délégation d'employés et d'élus de la ville de Saint-Hyacinthe. Je tiens à féliciter l'ensemble des participants qui ont relevé le défi et qui ont profité de la belle journée pour courir, marcher et s'amuser. Plus de 2400 participants au total. Je souligne aussi le travail du Club athlétique de Saint-Hyacinthe et des bénévoles qui ont redoublé d'efforts pour faire de cette édition un franc succès. Après 3 ans d'absence, je me réjouis de voir reprendre cette belle tradition. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Dans un premier temps, je souhaite féliciter les organisateurs du nouveau festival Bouffe, bière et boissons qui avait lieu au Parc Casimir-Dessolles la fin de semaine dernière. Je suis heureux de voir que les Mascoutaines et les Mascoutains ont répondu à l'appel et ont fait de cette première édition un succès. Bravo à vous tous. J'aimerais ensuite vous partager une bonne nouvelle que plusieurs attendaient avec impatience. La semaine dernière, nous avons dévoilé la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. Encore cette année, nous avons droit à une programmation haute en couleurs, regroupant des artistes variés qui, je suis persuadé, seront plaire à tous. Permettez-moi de vous les partager. Le 27 juin, l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe rock avec Philippe Larocque et Yves Adam. Le 4 juillet, Wesley, un chanteur haïtien, et Béatrix, une chanteuse cubaine, en première partie. Le 11 juillet, Lisa Leblanc. Le 18 juillet, Haute-Rive avec Mara Tremblay et Catherine Durand. Le 25 juillet, Corias. Le 8 août, Sylvain Cossette. On finira le tout en beauté le 15 août avec Paul Piché. Au fil du temps, ces rendez-vous sont devenus incontournables pour les Mascoutaines et les Mascoutains, mais également pour les visiteurs qui en profitent pour découvrir notre beau centre-ville. Pour ma part, je tiens à souligner le travail et l'engagement de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet événement. Sans l'implication du service des loisirs de la ville de Saint-Hyacinthe, d'Intact Assurance et du Centre des arts Juliette Lassonde, la programmation de cette 41e édition ne serait pas aussi riche et colorée. Je veux souligner cette année encore notre partenariat avec Intact Assurance, avec qui nous avons d'ailleurs renouvelé notre partenariat pour les 3 prochaines années. Cette entreprise fait partie du paysage mascoutin depuis plus d'1 siècle. Et nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire comme lui qui s'implique dans notre communauté. Je le remercie de soutenir cet événement et par le fait même de rendre la culture plus accessible à nos citoyennes et nos citoyens. Je tiens également à remercier la Maison des Jeunes qui vendra des goûters et rafraîchissements aux spectateurs, ainsi que la MRC des Mascoutins qui offrira un service de transport adapté et des installations sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite pour toute la durée de l'événement. Enfin, j'invite la population à assister en grand nombre au spectacle des Beaux Mardis de Casimir dès le 27 juin prochain. Toujours sur la scène culturelle mascoutaine, le 9 mai dernier, la Médiathèque mascoutaine a dévoilé la nouvelle identité visuelle du réseau des bibliothèques municipales avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs et un site web complètement redessiné. Le réseau s'appellera dorénavant Bibliothèque Saint-Hyacinthe. La nouvelle image de marque tombe à point, alors que nous attendons avec impatience la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, qui sera assurément un fleuron du pôle culturel de Saint-Hyacinthe. Je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir tout ce que vos 2 bibliothèques vous offrent à Sainte-Rosalie et à Théa Saint-Germain. Vous pouvez également consulter le nouveau site Internet au www.bibliosth.ca. Je passe maintenant aux actualités en environnement. La Ville de Saint-Hyacinthe lance cette année un nouveau programme de subvention pour végétaliser les bandes riveraines. Cette initiative découle de son engagement auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, le MELCCFP, d'investir 25 000 par année jusqu'en 2027 dans des projets visant l'amélioration de l'habitat du poisson. La Ville endossera 100 % des coûts liés à l'aménagement végétal d'une bande riveraine
jusqu'à concurrence de 3 500 par terrain, moyennant une contribution symbolique des riverains de 50 $. Le programme prévoit une rencontre sur le terrain et un plan personnalisé ainsi qu'un service clé en main comprenant la planification, la réalisation des travaux d'aménagement et des suivis sur une séquence d'1, 3 et 5 ans. L'organisme de bassin versant OBV de la Yamaska est mandaté pour la réalisation des aménagements. Ce programme cible les rives de la Yamaska à l'intérieur du périmètre urbain, plus précisément les secteurs d'intervention prioritaires déterminés par l'OBV Yamaska. Tous les usages seront considérés, résidentiels, commerciaux et industriels. En plus de remplir l'engagement de la Ville envers le MELCCFP, un tel programme de subvention contribuera à réaliser par la même occasion une action et plusieurs objectifs du plan de développement durable 2021-2025. Pour vérifier si vous êtes admissible afin de bénéficier d'un aménagement écologique réalisé par des experts, communiquez avec la personne responsable à l'OBV Yamaska. Les coordonnées sont disponibles sur notre site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. L'arrivée de l'été annonce également la reprise des activités en plein air. D'abord, du 2 au 4 juin, ce sera la fête de la pêche. Les Mascoutins et Mascoutaines sont invités à redécouvrir le plaisir de pêcher sur la rivière Yamaska. En effet, durant cette journée, il est possible de pêcher sans permis, et ce, partout au Québec, tout en respectant la réglementation en matière de pêche. À Saint-Hyacinthe, la pêche en bordure de la rivière est accessible à 4 endroits. La descente Cadorette au bout de l'avenue Cadorette, le parc Jeanne d'Aigues à l'intersection de la rue Giroir et de l'avenue Pratt, le parc de la Yamaska à l'intersection de la rue Yamaska et de l'avenue Ringuet, et le centre nautique situé près du parc de la Porte des Anciens Maires au 3190 avenue Giroir-Ouest. Pour les familles, l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre, en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, organisera dans le cadre du programme Pêche en herbe des cliniques de pêche familiale. L'activité se déroulera le samedi 3 juin au centre nautique situé au 3190 rue Giroir-Ouest. Les participants auront la chance de parfaire leurs connaissances sur les espèces de poissons, les techniques de pêche et les bonnes pratiques et la réglementation. Consultez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour toutes les informations. Lors de cette même fin de semaine, vous pourrez visiter gratuitement le jardin Daniel Asséguin dans le cadre de la 10e édition des Matinées gourmandes, qui aura lieu le samedi 3 juin de 9 h à 15 h. Les épicuriens de la MRC des Mascoutins sont invités à saisir cette occasion pour y faire la dégustation de saveurs de la région et de faire l'achat de produits directement auprès des producteurs ou transformateurs participants. Plusieurs producteurs, transformateurs et artisans dédiés au domaine alimentaire vous y attendent. Tous les détails sont disponibles au www.matinées.com ou sur la page Facebook des Matinées. Maintenant, voici quelques rappels. D'abord, les Mascoutaines et les Mascoutins issus de l'immigration et âgés de 16 ans et plus ont jusqu'à demain pour proposer des projets mobilisateurs et inclusifs en lien avec la diversité dans le cadre du budget participatif. Le dépôt du projet est facile et surtout rapide. J'invite donc les personnes qui répondent aux critères à participer en grand nombre à cette première édition du volet inclusion du budget participatif. On veut connaître vos belles idées. Dans un autre ordre d'idées, j'aimerais rappeler aux citoyens l'entrée en vigueur des changements concernant la réglementation sur l'eau potable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. En effet, comme vous le savez, il est dorénavant interdit d'utiliser l'eau potable pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. Depuis le 15 mai, il est aussi interdit de laver votre patio ou des murs extérieurs d'un bâtiment. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. De plus, l'arrosage des pelouses sera interdit tout le mois de juillet. Des alternatives sont toutefois possibles, notamment le recours à l'eau provenant de puits ou encore l'utilisation de barils récupérateurs d'eau. Il est important de noter que ces changements à la réglementation ne s'appliquera pas à l'arrosage du potager et des fleurs. Je l'ai déjà mentionné, je le rappelle, pendant les périodes de grande chaleur, nous observons une consommation record d'eau potable au moment même où la rivière Yamaska qui nous alimente est à son niveau le plus bas. Nous accumulons alors un déficit en production et les réserves diminuent.
De plus, la qualité de l'eau brute en provenance de la rivière varie selon les conditions météorologiques. La turbidité peut notamment changer d'une journée à l'autre, affectant directement la qualité du traitement et la capacité de production. C'est entre autres pour ces enjeux que le Conseil a décidé unanimement de modifier la réglementation afin de préserver cette ressource essentielle. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. J'aimerais conclure en mentionnant quelques dates qui méritent d'être soulignées au calendrier. Du 21 au 27 mai prochain, ce sera la Semaine nationale des travaux publics sous le thème « Fièrement TP ». J'en profite donc pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes des travaux publics qui, à longueur d'année, travaillent d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Beau temps, mauvais temps, ils sont présents et nous sommes fiers et choyés de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée. Merci à vous tous. J'aimerais également souligner la journée de la neurofibromatose qui se tient le 17 mai. La neurofibromatose est une maladie génétique de naissance qui touche une personne sur 3000. Cette maladie engendre la croissance de tumeurs le long des nerfs de taille variée dans l'ensemble du corps. Elle peut aussi affecter le développement d'autres tissus comme la peau et les os. Cette journée a pour objectif de sensibiliser, de faire connaître cette maladie rare, tout en favorisant l'échange autour de la maladie pour les personnes concernées. J'ai été récemment interpellé par la famille d'une jeune mascoutaine atteinte de la neurofibromatose et leur histoire m'a beaucoup touché. Je tiens à leur offrir mon soutien ainsi qu'à toutes les personnes touchées par cette maladie. Pour plus d'informations sur ce sujet, visitez le anfq.ca. Le 17 mai est également la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Cette année encore, le drapeau arc-en-ciel sera hissé au mât de l'Hôtel de Ville. C'est un geste d'appui, car il est important que nos institutions se lèvent pour défendre les droits associés à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Nous devons encourager les citoyennes et les citoyens et notre communauté à travailler ensemble pour contrer la discrimination et cette journée est une initiative importante pour aborder ces enjeux et sensibiliser les citoyennes et les citoyens.